Bonjour chers collègues, je suis Dr Eleni, pédiatre de la région parisienne et donc je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un petit peu notre quotidien qui je pense est le même, et, sauf quelques différences qu'on va un petit peu partager pendant cette séance. Après, quand s'est occupé de la nutrition des enfants et de la vaccination, on va voir arriver dans nos cabinets ces enfants avec des urgences. Et on se retrouve dans une solitude que tout le monde connaît, des incertitudes diagnostiques, des tableaux cliniques qui sont incomplets, et avec des moyens diagnostiques assez limités dans un cabinet libéral. Ce n'est pas comme un hôpital où on a un plateau technique, on peut demander des examens divers pour affiner notre clinique et poser des diagnostics précis. Et à côté de ça, on a un temps de consultation assez court pour avoir un diagnostic et commencer un traitement. Donc on doit avoir une démarche diagnostique assez précise. D'abord exclure bien sûr les causes graves où on va être amené à envoyer l'enfant plutôt dans un service adapté, identifier les symptômes pour lesquels l'enfant est venu et poser des hypothèses diagnostiques avec soit on a une clinique évidente et bon, le traitement est facile, exemple on a une otite, on n'a plus besoin d'outils diagnostiques ou d'outils supplémentaires. Ou bien on a besoin d'autres examens complémentaires. Alors, on va faire appel à des examens complémentaires, et aucun examen complémentaire ne peut se faire sans une base essentielle qui est une analyse clinique pertinente basée sur une anamnèse et un examen clinique complet, ce qui va nous amener à une hypothèse diagnostique, ce que tout le monde maintenant connaît par le nom de la probabilité pré-test. Et dans un second temps, on passe aux tests diagnostiques qui vont réduire cette incertitude clinique qu'on a et permet d'affiner la probabilité que le patient a ou pas la maladie. Donc, augmenter ou diminuer notre probabilité pré-test. Ces tests diagnostiques ou des outils diagnostiques au cabinet qu'on appelle maintenant les TROD ont eu un développement exponentiel et encore plus ces dernières années avec la Covid. C'est des tests qui vont nous permettre d'identifier des agents viraux, bactériens ou parasitaires. On ne va pas tous les avoir en cabinet de ville parce qu'ils sont très nombreux et l'utilité est très limitée. Ils ont la particularité d'être faciles d'utilisation, rapides, et ils vont orienter le diagnostic de façon la plus précise. D'autres tests, ils ont un intérêt aussi de dépistage. Et dernière pour laquelle on se bat tous les jours, c'est la diminution de prescription abusive d'antibiotiques. Un test est évalué par rapport à sa performance. Et la performance d'un test dépend essentiellement de sa spécificité, de sa sensibilité, de sa valeur prédictive positive et prédictive négative, ce qui va soit confirmer le diagnostic ou l'éloigner, ou l'éliminer complètement, mais un test n'est jamais performant à 100%, ça n'existe pas. On va se baser sur des tests qui sont qui ont une sensibilité, une spécificité assez importante, et on peut rater un petit peu quelques diagnostics, ce qui n'est pas grave en pratique. Donc, toujours on commence par une probabilité pré-test qui est notre suspicion de diagnostic, et on se pose la question est-ce que le sujet est malade ou pas avant. Donc on va pratiquer un test diagnostique qui va soit nous confirmer ça, soit l'écarter, et c'est l'utilité de ce test diagnostique. Il y en a plusieurs qu'on peut utiliser en vie. Les plus courants, ça commence par tout le monde connaît ça, la bandelette urinaire. Nous, on utilise en plus la CRP en microméthode, les TDR du streptocoque, de la grippe, du VRS et actuellement du SARS-CoV-2. Des cas particuliers, une angine, il n'y a pas plus fréquent en
consultation. Donc, quand on voit une angine comme ça, d'après les plus fréquents, laquelle de ces angines est à streptocoque A? Alors j'entends 1, 2, 3. Ça peut être les trois. Ça peut être les trois. Ça peut être les trois. On ne sait pas. On ne sait pas laquelle est à streptocoque A. On peut avoir énormément par expérience ou par des scores qui ne sont pas valables chez les enfants pour avoir une suspicion. Alors on peut avoir une forte suspicion ou une faible suspicion d'une angine, mais on ne peut pas connaître l'origine juste par un examen clinique. Si je me base sur ces 3 photos, par expérience, je dirais que l'angine numéro 1, il y a un petit purpura du voile, elle est érythémateuse. Comme j'ai fait beaucoup de tests positifs sur ce genre d'angine, oui, ma probabilité de pré-test est forte pour que cette angine soit à streptocoque. La deuxième est l'érythématopultacée. Une fois sur 2, je me suis trompé. La troisième, je peux être peut-être un peu plus sûr qu'elle n'est pas streptococcique du tout, parce qu'elle apparaît un peu plus importante, mais je vois des vésicules dont je sais que le streptocoque ne donne pas de vésicules, et dans un contexte épidémique d'entérovirus, on peut la qualifier d'une herpangine plutôt. Et donc, je peux même, à partir de ma probabilité de pré-test, ne pas faire de TDR sur cette angine. Alors, les TDR à strepto A, je pense que c'est les plus utilisés en médecine de ville. Et là, le strepto A reste la première bactérie dans les angines de l'enfant. Mais elle n'est pas la cause principale. Le diagnostic, bien sûr, elle est clinique parce que ça pose le diagnostic de l'angine, mais l'origine, l'étiologie est impossible aujourd'hui par la clinique. La TDR, elle a quand même une spécificité à 95% et sensibilité à 90%, une valeur prédictive négative de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, donc, quand le test est négatif, on va rater ou il y a 5% qui sont peut-être positifs. Donc ça a une valeur quand même très importante, une fiabilité pour poser un diagnostic d'une angine à streptocoque A qui est très importante. Le test, il se pratique de la façon suivante. Donc c'est un kit. On prélève l'enfant avec un écouvillon qui est sous forme d'un coton-tige assez long. Il faut un prélèvement vraiment rigoureux des amygdales. Il ne faut pas juste prélever la salive, il faut frotter au niveau des faces des amygdales. On dépose le réactif, il y en a 2, A et B, et il faut les utiliser dans le bon ordre, le A plus le B, 4 gouttes. On tourne, on extrait de l'écouvillon les sécrétions et on procède à la lecture de la bandelette qui se fait au bout de 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, on sait si on a une angine à streptocoque ou elle est virale, ce qui n'est pas beaucoup pour avoir une bonne décision de prescription. Donc, et comme on sait que 60% des angines sont virales, ça nous fait une grosse économie de prescription d'antibiotiques. Ça, c'est le pas d'angine qui a été fait, qu'on trouve dans les archives de pédiatrie et par la Société française de pédiatrie. Donc, les angines érythémateuses, érythématopultacées ou purpura du voile, comme on a vu dans la première angine, on ne peut pas les confirmer qu'ils sont d'origine streptococcique sans faire le TDR. S'il est positif, on traite, sinon on ne traite pas. Et les vésiculeuses, c'était le numéro 3, ça c'est du virus, on peut se passer du test. Alors, le strepto A, le TDR du strepto A ne sert pas que pour les angines. On a pu, et ça a été fait, on avait fait une étude en ville par biais d'Active pour
savoir si ce test pourrait être utilisé dans d'autres pathologies qui sont dues au streptocoque A. Alors, on connaît l'impétigo, les infections périnéales, anite, vulvovaginite, balanite. Les tournioles, c'est des sortes de panarines, mais qui ne touchent pas l'angle, qui sont périanguiales. Les aninites cervicales, même sans angine. Les rhinites croûteuses, les autorrhées spontanées, parce qu'on connaît un peu le rôle du streptocoque dans les otites et dans les varicelles compliquées. Donc, quelques exemples de cas cliniques. Voilà l'exemple d'une tourniole d'un garçon Sacha de 3 ans qui a été traité par des solutions antiseptiques, par la mupérocine en croyant que c'est un staphylocoque, et au bout de 3 jours, aucune amélioration, voire une aggravation. Donc, en consultation, on passe une petite aiguille d'intradermo pour récupérer la goutte de pus. Le test est positif dessus. Donc un traitement antibiotique évite l'acte chirurgical sur ce panel. Les rhinites croûteuses hémorragiques. Cette petite fille que j'ai vue il n'y a pas longtemps, le mois dernier, qui traîne une rhinite avec, depuis plus d'une semaine, et depuis 5 jours, elle a des lésions nasales croûteuses. Alors, c'est un peu différent d'un impétigo qui va prendre un peu toute la... Celle-là, c'est les queues muqueuses, il y a un écoulement quand même. Ce qu'on voit, c'est ce qui est séché par l'écoulement. Et c'est une sorte de... Donc, un TDR sur ça, quand on voit ça, et on en a vu plusieurs, c'est sûr que c'est du streptocoque. Et donc, le test est positif, est très positif. L'adénite cervicale, on voit beaucoup d'enfants arriver avec une adénopathie cervicale qui est sensible, avec des fièvres plus ou moins élevées, mais bon état général, et à l'examen, même pas d'angine. La TDR est souvent positive également, donc on va donner les chiffres de... Et puis le dernier, c'est la varicelle, parce que ça, on en a parlé hier de la recrudescence de la varicelle, et on se méfie énormément des complications de la varicelle et des surinfections sur les boutons de varicelle. On en a eu 2 le mois dernier, de complications de varicelle. Alors, ça se présente très simplement, on n'a pas besoin d'avoir une varicelle très forte. Il faut savoir identifier les éléments surinfectés, comme cela. Il y en a un qui est un petit peu, on voit surtout l'érythème en autour de la lésion, et surtout il y en a un où il y a il commence à creuser un peu, d'accord? Donc c'est pas un enfant, il a eu un traitement très simple, et au 5e jour il se présente avec ça, et un élément important, c'est la douleur. Il est très sensible, même dans les zones où il n'y a pas de bouton. Donc on fait TDR sur cet élément, il est positif. Et puis, comme on connaît, c'est une complication au étape de la varicelle qu'il faut prendre en charge assez rapidement. Et puis les autres, l'impétigo, et puis les vulvites et les anites. Les vulvites et les anites, surtout de ce type où il y a une sorte d'auréole autour de l'orifice, et bon, souvent c'est celle qu'il ne faut pas hésiter avec l'écouvillon, de le mouiller avec un peu de sérum physiologique et de gratter la peau. Et quand c'est du streptocoque, il se positive le test. Donc, pour le streptocoque A et son utilisation hors angine, ça c'est l'étude qu'on a fait en ville avec Active, sur laquelle il y avait 368 patients. Et regardez la fréquence du streptocoque A dans ces affections, ce qui n'est pas négligeable quand on a une lésion sur 2 due au streptocoque et qu'on la traite efficacement, on est content quand même. Donc il a des spécificités de 86, 96 et 81 et une sensibilité de 96%. Et surtout, j'insiste sur qui pour nous en pratique important, c'est le rapport de vraisemblance positif et négatif qui est important. Il est de 5 en positif et négatif c'est 0,05%, ce qui nous permet de poser un diagnostic assez rapidement. On avait fait la même étude pour les angines parce qu'il y avait un prélèvement, l'étude est faite avec un prélèvement en TDR
et qui est confirmée par une culture qu'on envoyait à l'hôpital Robert Debré. Et certaines cultures, les cultures qui étaient faussement, où le TDR était considéré comme faussement positif, la majorité, ils ont poussé à Staphylococcus aureus, et on sait qu'ils pouvaient inhiber la culture du streptocoque. Donc ce n'était pas des vrais faux positifs. Et de la même façon, on reste dans les tests, il y a le test de la grippe qu'on utilise pendant la saison de la grippe, qui est facile, rapide, qui permet d'identifier la grippe A et la grippe B avec une bonne spécificité de plus de 90% et sensibilité de 40 à 80%, et qui n'a un intérêt qu'en période épidémique. Donc, en dehors de la période épidémique, n'a aucune valeur. Donc, on ne va pas faire un test au mois d'été où le virus de la grippe ne circule pas. Son intérêt, quand il est positif, il va nous dispenser de faire d'autres examens complémentaires, et on connaît un petit peu le tableau de la grippe chez les enfants qui vont arriver avec 40 de fièvre, et on est inquiet du fait de savoir s'ils ont une autre infection ou pas, et est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques ou pas. Donc avoir un test positif, ça rassure tout le monde, ça dispense d'autres examens complémentaires. On peut quand même, nous on utilise des traitements antiviraux, des antinéramidase, qui permettent de raccourcir la durée de la maladie, et bien sûr moins de prescription d'antibiotiques. Comme tout le monde, on arrive à faire aussi des cas très simples. Un enfant de 4 ans sans antécédent pathologique particulier qui arrive, qui tousse depuis 5 jours avec 39-40, il a déjà eu des traitements pour rhinopharyngite, il se plaint un petit peu de son ventre, ce n'est pas des douleurs abdominales atroces, hein, mais sans trouble du transit, et puis un examen clinique, on ne trouve pas grand-chose. Donc au bout de 5 jours, quand même, on se pose la question de l'origine de la fièvre, est-ce qu'elle est d'origine virale ou bactérienne? Ce qui nous permet de trancher, c'est un peu les marqueurs d'inflammation, et on pratique au cabinet une CRP en microméthode qui va revenir à 150 mg. Donc vu le tableau respiratoire, on fait la radio, il y a une pneumopathie. Donc il a eu son traitement. Le deuxième exemple qui est assez fréquent, le nourrisson qui vient vous voir pour une fièvre, bon état général, mais qui dure depuis 48 heures, il a eu 2 vomissements, il est un peu grognant, mais il n'est pas très inquiétant sur le plan clinique. La CRP va être d'une grande utilité parce qu'elle va revenir à 104, et la bandelette urinaire va montrer des nitrites et des leucocytes. Nous, on a l'habitude, quand on voit un ECBU, on appelle le laboratoire pour qu'il fasse la coloration de grammes et nous donner le résultat direct de l'ECBU pour pouvoir commencer le traitement. Donc, tout ça pour parler de la CRP au microméthode. Donc, c'est des situations assez courantes qu'on en a tous les jours, et surtout en fin de journée, quand les laboratoires sont fermés, qu'on a une fièvre et qui reste le premier motif de consultation en urgence en pédiatrie, qui est souvent virale, parce qu'on a un tableau clinique qui est évident, on a un contexte épidémiologique, la fièvre est bien tolérée, ou bien une origine bactérienne, et à ce moment-là, la clinique n'est pas suffisante. Donc on a besoin des marqueurs biologiques, et la CRP est de grande utilité, et peut-être d'autres examens complémentaires, comme on a eu avec la BU et le CBU. L'intérêt de cette micro, elle est fiable, elle est rapide, ça prend 5 minutes, et on a le résultat immédiat. Donc l'appareil qu'on a, alors il y en a plusieurs, hein. Je vous montre celle qu'on utilise au quotidien, c'est de la CRP qui se fait sur une goutte de sang avec un capillaire qui va récupérer 20 microlitres de sang qu'on va rajouter à la solution tampon et un bouchon lecture, et on a en 5 minutes le résultat de la CRP. Alors, il a été validé largement parce qu'il y a eu 2 études, une en ville et une aux urgences pédiatriques de Créteil. C'est des urgences pédiatriques de Créteil, je vous montre juste un peu les résultats. Donc un groupe microméthode et un groupe où on a envoyé le prélèvement au laboratoire. Alors on utilise beaucoup de BU, on a
utilisé énormément de bio pour mais ce n'est pas un examen quand même invasif. Ce qu'il faut voir, c'est que le bilan sanguin, il a été pratiqué chez presque 100% des enfants dans le groupe laboratoire. Pourquoi? Parce que quand on veut prélever une CRP, on dit bon, on va prélever une CRP, il faut rajouter une nume, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. On n'envoie jamais un tube de CRP tout seul au laboratoire. D'accord? Donc, il y a une surconsommation d'examens complémentaires de laboratoire. Les ECBU ont été utilisés 3 fois moins dans le groupe micro-CRP. Et puis le coût qui est quand même, si on calcule, il est 4 fois moins cher avec juste un simple prélèvement, même beaucoup moins, 5 fois. Les radiothorax, aucune différence, mais ça se base surtout sur la clinique. Et puis le taux d'hospitalisation qui est 5 fois moins en utilisant juste la micro-CRP. La bandelette urinaire, tout le monde a l'habitude de l'utiliser, donc c'est de grand intérêt, surtout chez l'enfant de plus de 3 mois, parce que moins de 3 mois, on est dans une autre situation et la bandelette urinaire n'est plus suffisante seule. Elle est facile d'utilisation avec un résultat rapide de 2 minutes. Et une valeur prédictive négative encore. Quand on a les leucocytes négatifs et les nitrites négatifs, il est de 97%. Donc la marge d'erreur reste très faible. Et nitrite seul de 90%, ce qui reste quand même très utile pour la prise de décision diagnostique. Je ne voulais pas vous entendre avec les autres tests parce que même on n'en a pas besoin tout le temps. Si on a un test rapide pour le streptocoque, pendant la période épidémique, d'un test grippe pour pouvoir éliminer des infections bactériennes, et on a la micro-CRP qui nous permet de faire un peu la différence entre ce qui est viral et bactérien, on est déjà très bien. Donc, rapidement, on a aussi des outils qui sont plutôt d'ordre de dépistage dans les cabinets. À une époque, on faisait les dépistages auditifs avec les auto-émissions, mais maintenant, les tests sont obligatoires avant la sortie de la maternité, donc on n'en a plus besoin en ville. Et on utilise, nous, le dépistage visuel. Donc, il nous permet, c'est un examen de la vision. Alors, on a l'examen habituel qu'on fait pendant toutes les consultations de suivi, lumière pupillaire, cible, tout ça. Donc, et en plus, avec l'autoréfractomètre, alors il y a plusieurs marques, celui qu'on a aussi l'habitude d'utiliser. C'est un appareil portable qui permet une mesure binoculaire et on peut l'utiliser 10, 6, 9 mois. Une mesure sans contact, il suffit d'être à 1 mètre de l'enfant dans la pénombre. Il va envoyer des lumières infrarouges et donner un résultat très rapide, brut, où il va nous dire indication de consultation spécialisée et possibilité, on peut le mettre dans le dossier ou l'imprimer. Donc il donne toutes les mesures, mais comme on n'est pas pédiatre, on ne peut pas pouvoir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la photo à l'ophtalmo pour qu'il sache pourquoi on lui a envoyé l'enfant. Donc, il permet des dépistages de la réfraction, myopie, hypertropie, de l'astigmatisme, les mesures pupillaires, l'axe de la vision. Donc, il va permettre de mieux orienter vers le spécialiste au lieu de faire des passages des examens ophtalmologiques de façon systématique et on peut le faire plusieurs fois. Et utilisable, on l'utilise nous, on pratique des examens obligatoires de 9 mois. Merci pour votre attention. C'est très
réunis un peu au CHU, mais ça reste une session de pédiatrie pratique. Donc, ça va être des échanges. Et moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait et vous aussi, vous me direz comment vous auriez pris en charge cet enfant. Donc, il s'agit de Aziz, 5 ans, 20 kilos, chez lequel on avait fait un diagnostic d'asthme à l'âge de 3 ans. Et là, parce qu'il consommait des bronchodilatateurs plus d'une fois par semaine, il avait des symptômes diurnes et plus de 2 fois par mois, mais cet asthme était contrôlé sur fluticasone à raison de 50 microgrammes 2 fois par 24 heures au long cours. Et voici que depuis une semaine, il a eu un rhume, il se sent essoufflé, il a eu une toux nocturne, le réveil à 1 nuit sur 2, il ne prend plus son vélo pour jouer après l'école, prend du salbutamol tous les 2-3 jours, et ses parents le conduisent j'ai mis urgence pédiatrique parce que je suis dans un hôpital public, donc voilà, aux urgences pédiatriques à 23 heures, mais le plus souvent, les crises d'asthme c'est la nuit, donc il va devenir au cabinet au petit matin, c'est votre premier patient et du cabinet. Vous considérez que sa venue aux urgences est inutile. Il peut continuer de prendre sa ventoline à domicile. La gêne respiratoire est récente, il vient trop tôt. Il est normal quand on est asthmatique d'être gêné de temps en temps et les parents n'entendent pas de sifflement. Quelle est votre réponse? Il a 5 ans, il était sous traitement de fond, qui marchait très bien, mais depuis une semaine, l'asthme n'est plus contrôlé et vous le recevez soit aux urgences, soit à la consultation. Il était distendu ou pas? On va voir par la suite. Donc, il est normal quand on est asthmatique d'être gêné de temps en temps parce que les parents ne comprennent pas. Depuis bientôt 2 ans, il n'a pas fait de crise, il se porte très bien, s'amuse comme les enfants de son âge, mais voilà que brutalement, il décompense son asthme qui n'est plus contrôlé. À l'examen clinique, il vous parle durant toute la consultation, il n'est pas fébrile, il tousse de façon incessante, il a un monitorage qui est normal, avec une saturation à l'air ambiant qui est à 95%. À l'auscultation, vous avez juste quelques sibilants, il n'y a pas de mal palpitant, et le reste de l'examen clinique, comme pour tout enfant en pédiatrie, est strictement normal. Quel diagnostic posez-vous? Est-ce qu'il s'agit d'une coqueluche, une crise d'asthme grave, une bronchite asthmatiforme, une immunopharyngite ou bien aucune des propositions n'est vraie? Je m'excuse parce que je n'ai que 15 minutes, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous dites aux parents? C'est pas une crise d'asthme grave. C'est une crise d'asthme? Non. On n'est pas à 95% de saturation. Pourtant, aucune des propositions n'est vraie. C'est une crise d'asthme aiguë légère sur un asthme persistant. Et c'est ça qui trompe le plus souvent, parce que dès que les enfants ont un asthme contrôlé, les parents, ils oublient complètement cette maladie. Et voici que pour un rhume, il fait une exacerbation, il décompense son asthme, l'asthme n'est plus contrôlé, et le plus souvent, c'est à une heure tardive qu'on vous l'amène aux urgences. Donc, les critères, les gravités, la crise d'asthme, elle peut être grave, elle peut être modérée, elle peut être légère. Donc, c'est soit l'obstruction et la détresse respiratoire qui peut se manifester par des sifflements et tout, une fréquence respiratoire qui peut être normale, c'était le cas pour Aziz. L'hypercapnie, il n'y a pas d'hypercapnie, on ne va pas faire des gaz de sang pour ça. La fonction respiratoire, le débit respiratoire de pointe, la saturation, elle est strictement normale à l'air ambiant. Il y a les Canadiens qu'on peut poser selon Ducharme, la classification de Prague, qui repose essentiellement sur les critères cliniques, qui va tenir compte de la saturation en oxygène, qui, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 95%, est cotée à 0. Des signes de lutte, le tirage sternal, le tirage intercostal, le murmure vésiculaire, les slas sibilants,
quand il existe ou pas. Et si on tient compte de ce score de SPRAM, et Aziz a un score qui est pratiquement à 2, donc il s'agit bien d'une crise aiguë d'asthme légère. Donc le diagnostic de l'asthme, il y a plusieurs définitions, parce que chaque année, la GINA nous donne des définitions. Là, je vous ai pris juste la définition de 2014, qui dit que l'asthme de l'enfant, ce sont des symptômes respiratoires variables au fil du temps et à l'intensité, et associés à une alimentation variable du débit d'air expiratoire chez un enfant âgé de moins de 15 ans. Quant à l'asthme du nourrisson, ça n'a pas changé, c'est la définition depuis 2009 donnée par la Société pédiatrique de pneumologie et d'allergologie française, où c'est l'asthme de l'enfant de moins de 36 mois et qui est défini comme tout épisode dyspnéique avec des râles sibilants qui s'est produit au moins 3 fois depuis la naissance, et cela, quel que soit l'âge de début, la cause déclenchant l'existence ou non d'une atopie. Pour ce qui est de la physiopathologie, c'est bien connu. Le plus souvent, c'est une atopie. Il faut des déclencheurs et ça passe par une sensibilisation avec la production d'immunoglobuline de type E et bien sûr une réaction inflammatoire qui peut avoir 2 phases, aiguë et tradie, et qui va se terminer avec le remodelage des voies aériennes. Donc, ça peut être dû aux acariens, les allergènes, les spams d'animaux, le pollen. Et hier, on a insisté sur un élément qu'on avait négligé depuis longtemps, c'est la pollution de l'air. Et dès que le temps change, le plus souvent, les enfants vont faire des crises d'asthme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les 2 composantes, ça n'a pas changé. C'est le bronchospasme et l'obstruction par les phénomènes inflammatoires. Le plus souvent, l'enfant va avoir des prodromes, c'est toujours la même chose. Soit c'est un rhume, ça c'est une toux qu'il va présenter, et après va s'installer le tableau constitué avec des signes de wheezing. Le plus souvent, les parents vous disent, on entend siffler, les troubles du sommeil. À l'interrogatoire, on peut retrouver une atopie, mais ce n'est pas toujours évident. Parce que je ne sais pas si c'est comme chez nous, les parents n'aiment pas entendre parler du mot d'asthme, donc quand tu poses la question pour l'atopie, on te dit toujours que dans la famille, on n'en a jamais entendu parler. Donc les arguments diagnostiques, le plus souvent, on a la disparition des symptômes qui va se faire spontanément ou à l'aide de bronchodilatateurs. Il faut retenir, comme tout à l'heure, que l'examen physique est souvent peu spécifique. Les parents de Aziz sont inquiets car il allait bien depuis. Vous voyez, depuis 3 ans, il est sous traitement. Depuis 6 mois, il n'y a pas eu de problème. Vous demandez une radiographie de thorax, demandez un bilan biologique, une recherche de virus dans le SARS-CoV-2 dans les aspirations nasopharyngées, faites un pic flow, demandez une spirométrie, vous restez sur l'examen clinique. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je vous dirai dans ma pratique, qu'est-ce que je veux faire? Dans ma pratique, il faut savoir que dans l'asthme, il y a des examens d'orientation, il y a la radiographie du thorax, il y a le bilan, l'hémogramme, la CRP, s'il y a une surinfection, s'il n'y a pas de surinfection, on ne fait rien. L'ionogramme sanguin ne va rien m'apporter sur ce tableau clinique, c'est une crise d'asthme légère. Le bilan de retentissement aussi, les gaz du sang vont être strictement normaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé, parce que dans le contexte de la pandémie, la recherche du SARS-CoV-2, parce qu'il fait un rhume depuis une semaine, qui a fait que l'asthme n'est plus contrôlé, et ce SARS-CoV-2, les tests sont devenus négatifs. J'ai demandé une radiographie de thorax qui a montré juste un syndrome bronchique, pas très spécifique, que l'on rencontre chez tous ces enfants. L'examen de confirmation, j'ai quand même demandé à cet enfant de souffler dans son pic flow. Et quand on comparait les valeurs de son âge par rapport aux autres enfants, il était en zone verte, donc plus de 80% du débit respiratoire de pointe. Les tests cutanés, ce n'était pas nécessaire, je ne l'ai pas fait parce qu'il était déjà connu, suivi, et c'était un asthme allergique. La spirométrie non plus parce qu'il est en crise et ça ne va pas m'apporter grand-chose. La spirométrie, elle va être recommandée en dehors de la crise pour que je vois qu'est-ce qui s'est passé entre son dernier contrôle il y a 6 mois et ce jour.
Donc la classification de l'asthme selon le degré de la sévérité, ça va être donc sur la base de l'interrogatoire, donc le nombre de crises, la durée de la crise, les symptômes nocturnes ou diurnes, le retentissement sur la vie de tous les jours et la consommation de bronchodilatateurs, l'examen clinique pour voir s'il y a des signes d'obstruction, des signes de gravité et bien sûr la mesure du débit expiratoire de pointe. La classification de la sévérité de l'asthme, j'ai pris la classification de la GINA 2010 qui classifie l'asthme de l'enfant, stade intermittent et le stade persistant, qui peut aller du stade persistant léger, stade persistant modéré, voire le stade persistant sévère. Donc, quand on demande la classification de l'asthme de Aziz, est-ce qu'il s'agit d'un asthme intermittent, persistant léger, persistant modéré ou persistant sévère? Donc, c'est un asthme persistant léger. Parce que là, il n'avait plus de symptômes, ni diurnes, ni nocturnes, et il n'avait pas d'essoufflement à l'effort. Vous traitez la crise aiguë d'asthme de Aziz, vous donnez 20 mg de solumedrol en intramusculaire, vous administrez sa ventoline avec sa chambre d'inhalation à raison de 1 à 2 bouffées 5 fois de suite. Faites une nébulisation de 5 mg de ventoline ou une nébulisation de budesonide 1 mg ou bien vous donnez un antibiotique. Là, on a dit que c'est une crise d'asthme légère sur un asthme persistant. Qu'est-ce que vous faites dans votre pratique quotidienne? J'ai dit que c'est un temps d'échange où nous prenons tous en charge des enfants. Le B. Voilà. Donc, soit vous administrez sa ventoline avec sa chambre d'inhalation. Vous savez que depuis la pandémie, on demande aux parents, quand ils viennent aux urgences, d'apporter leur chambre d'inhalation. Donc, vous utilisez sa chambre d'inhalation pour administrer sa ventoline, ou bien, bon, ça dépend, si vous n'êtes pas très occupé, vous avez des box libres, l'oxygène est un bon bronchodilatateur, vous le mettez sous nébulisation. Voici la technique. Il faut à chaque consultation, à chaque fois qu'on est en contact avec ses enfants, refaire l'éducation pour l'utilisation de la chambre d'inhalation. Donc en pratique, l'asthme n'attend pas, donc soit on nébulise sur oxygène à raison de 6 litres par minute, avec de l'oxygène pur, une dose, ou bien de la terbutaline, avec du salbutamol, une dose pure, ou bien de la terbutaline. Ça se trouve dans tous les guidelines. En auscultation, 20 minutes après, vous avez fait sa ventoline. Il persiste durant 6 minutes. Le murmure vésiculaire est bien perçu. Il joue dans la salle d'attente avec un autre enfant de son âge. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis trompée, je n'ai pas changé le nom. C'est toujours Aziz. Il retourne à la maison avec une ordonnance de ventoline, avec une nouvelle consultation pour un médecin, avec un corticoïde, un antihistaminique, ou bien vous dites, voilà, la crise scellée, bon, voilà. Je t'ai surveillé pendant 4 heures, et bon, pour le voir. Ah. Ok. Donc, voilà. Il faut toujours retourner, remettre une ordonnance de sortie, parce qu'on prend l'image souvent, on dit aux parents, vous savez, les alvéoles, c'est comme un ballon. Quand, lors des anniversaires, vous gonflez des ballons, quand vous gonflez le ballon et qu'il se dégonfle, il s'affaisse. Donc, c'est exactement l'image des alvéoles. Quand vous les distendez, il faut tout doucement réduire les doses de ventoline pour que ça ne s'affaisse pas à nouveau et que la crise se déclenche. Et vous prévoyez une consultation. Donc, c'était une crise légère. Voici l'algorithme. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il faut toujours, à cause de la composante inflammatoire, ajouter un corticoïde par voie orale. Et le plus souvent, c'est la prednisolone que nous utilisons. Et le retour à domicile. Donc, le traitement de l'acide léger, c'est pour le traitement de fond. Ça va être corticoïde inhalé avec bêta-2, généralement à des faibles doses. Les antiléprotriennes avaient été, mais commencent à poser des problèmes parce qu'il y a des effets secondaires, il y a des enfants qui font des malaises. Donc, de plus en plus de prescripteurs hésitent à le faire. Et bon, les autres traitements sont à revoir en fonction de l'évaluation qui va être faite par le médecin. Donc, le contrôle de l'asthme est important. C'est un asthme qui était contrôlé, qui s'est décompensé à cause d'un rhume. Donc, il faut toujours demander est-ce que cet enfant avait des symptômes nocturnes, est-ce que les activités étaient limitées ou pas, et est-ce qu'il consomme des vitamines.
Et il faut toujours prévoir un plan d'action. Le plan d'action personnalisé va rassurer le patient et les parents, améliorer le contrôle de l'asthme, améliorer la gestion de la crise et diminuer le recours aux urgences. Et je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour le respect des questions. Je remercie les organisateurs, je remercie Moulay Nafif pour nous rassembler encore. En dehors du Covid, on le répète à chaque fois parce que ça fait vraiment plaisir de voir les amis, de voir tout le monde réuni. Et j'ai une question pratique parce que sur le cabinet, première chose, combien ça coûte une CRP? J'ai vu que c'est 10 € et puis 39 sur la diapo. Et le coût de revient, il est à combien dans ton cabinet? Il y a le coût d'investissement dans l'appareil. C'est autour de 27 000 dirhams, ça vient d'être commercialisé au Maroc. Pour les gens qui sont intéressés, il y a quelqu'un qui les met en vente, c'est autour de 27 000 dirhams avec 50 kits de service. Voilà, c'est ça, c'est à peu près 2300, 2400. Et vous facturez combien au niveau des cabinets? Donc vous facturez rien. Ouais, on facture rien du tout. On facture rien du tout parce que d'abord, l'utilisation, je pense que, bon, je ne sais pas si on n'a pas de facture par cotation de l'acte. Et la CRP au micro, elle n'a pas d'acte, c'est un M, donc on ne peut pas coter ce qui n'a pas de code, de cotation. Vous, dans votre activité, je ne sais pas si vous pouvez. Non, on ne peut rien rajouter parce que ce n'est pas coté non plus. Les tests pour les angines, c'est disponible aussi chez certains labos. Et puis, je ne vais pas monopoliser la parole, je passe pour une question pour le professeur. Donc c'est un petit peu, ça fait partie du jeu, si je veux dire. C'est-à-dire l'utilisation. Alors, il y a des jours où on ne va pas utiliser de CRP du tout. Il y a des jours où on est content d'avoir cette CRP parce que on ne va pas attendre le bilan qui va revenir le lendemain et puis perturber, redemander un autre bilan. Et si on veut être rapide, on va demander un gros bilan. Et les prix que j'ai montrés là-bas, c'est les prix, c'est le coût à l'hôpital. D'accord? Donc les 39 €, c'était le bilan. C'est le bilan en entier parce que quand on fait un bilan plus complet, plus ou moins complet. On voit la numération, la CRP, EVO, des choses comme ça. Plus un LCQ, parce qu'il y a la computation des. Voilà. Alors que la CRP micro à l'hôpital, ça revenait à 7,7 €. Très rapidement, moi je vais un peu cibler les tests diagnostiques rapides pour le strep. Je pense qu'il est très important que les pédiatres, les collègues dans la salle, qu'on mette la main dans la main. Ce matin, nous sommes en train de discuter sur un projet, comment, avec le déclin de rhumatisme articulaire aigu, je pense que nous allons constater, lorsque j'ai commencé en tant qu'étudiant externe, j'ai vu tant à laisser des cités remplies, et maintenant, on ne les voit plus. Et donc, je pense qu'on devrait aller vers les tests diagnostiques rapides. Bien sûr, ce ne serait que de gain pour lutter contre la résistance aux antibiotiques et pour une meilleure prise en charge de nos petits-enfants. Moi, c'est juste une réflexion. Je félicite Si Mohamed pour l'exposé. Il est tout à fait disponible pour nous aider dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on essaie de voir comment on va. C'est pas facile, c'est pas facile au début. Tu veux faire un petit commentaire dans ce sens-là, Moulay Saïd? De toute façon, quand il y a quelque chose qui apporte un bien, que ce soit pour le patient et surtout pour tout ce qui est l'écologie, on sait qu'il y a des études sur la résistance qui ont été menées par Soniver et par tout un réseau à travers le Maroc. C'est important. Le problème que nous avons, c'est de convaincre les autorités. Pourquoi convaincre les autorités sur les bienfaits? Les autorités. Les autorités. Convaincre les autorités, pourquoi? Parce que quand je dis les autorités, c'est surtout les caisses. Parce qu'il ne peut pas y avoir de test si
le geste n'est pas rémunéré pour le pédiatre et si le test n'est pas remboursé. Donc, le travail, c'est vrai, qui est toujours fait, bien fait. De toute façon, je tiens avant j'allais dire un mot, mais je profite. Il y a tout un travail qui est bien fait actuellement par la direction du médicament et on est en train de travailler avec la fédération. Donc, c'est difficile, mais on est en train d'aller de l'avant en mettant la main dans la main, en travaillant l'ensemble pour le bien de la santé et puis la déclaration du chef du gouvernement sur une agence du médicament. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être montées dans notre pays avec un conseil supérieur de la santé. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Nous, c'est vrai qu'avec la Covid, il y a une pression et donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut lutter, nous tous, contre les lenteurs administratives, mais il faut convaincre, et c'est ça le but de ce premier travail, convaincre qu'on va faire avec l'ensemble des pédiatres du Maroc et avec le Skraoui, convaincre les caisses que c'est dans leur intérêt, puisque nous allons avoir la généralisation de la couverture, c'est dans leur intérêt, parce que le poste, il ne faut pas oublier que le poste médicament pour la couverture, c'est quand même 30%. Donc ça va alléger, et en France, ça se chiffre en millions d'euros. C'est à peu près 73 millions d'euros chaque année de baisse de prescription d'antibiotiques. Donc le gain est là. À nous de travailler la main dans la main, l'ensemble des pédiatres avec notre ministère et avec aussi la Fédération de l'industrie pharmaceutique et de l'innovation. Pourquoi? Pour que ça aboutisse. Ça ne peut pas aboutir si le test n'est pas remboursé et si le test n'est pas rémunéré au niveau des cabinets. Merci. Je voulais demander à ces bouche l'appareil pour la TDR, est-ce que tu as une idée de son prix? TDR, non. Mais pour la CRP, c'est autour de 27 000 dirhams. Et l'appareil, l'ophtalmo, c'est disponible, mais il est très cher. Il est autour de 50 000 dirhams. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça existe maintenant au Maroc, c'est pas pareil, c'est dépistage visuel. Mais toi, tu me dis 50 000 dirhams, moi, la personne qui me demande, elle me demande 65 000. Voilà, Casa, ils ont de l'argent. Alors c'est pour ça que je ne vais pas acheter. Non, mais ce genre d'appareil, tout ça, équipé d'un cabinet, pourquoi? Parce qu'ils ont la chance en France, c'est pas chez nous, ils sont vous êtes à combien dans le cabinet associé? On est 4. Voilà. Quand il y a 4-5 personnes qui sont dans un cabinet associé, c'est normal, les gens partagent les frais, c'est normal d'être bien équipé. Mais nous, c'est chacun, donc nous ne pouvons faire ça que dans le cadre de consultation au niveau des cliniques et tout ça pour que ça soit fait. Alors, le test de dépistage, par contre, ça, il y a une cotation de test de dépistage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous travaillons encore avec la nomenclature, la NGAP, qui date depuis 30 ans. Et on est en train de changer pour la CCAM, et on va passer à 7000 actes. Maintenant, est-ce que dans ces 7000 actes que la ministre des Finances, parce que ça, si elle ne signe pas, ça ne fonctionne pas, est-ce que dans ces 7000 actes, il y a ces cotations dont on a besoin, nous, les pédiatres, c'est ce qu'on attend d'avoir les actes en pédiatrie pour demander l'assimilation des actes qui n'existent pas. Et nous, on veut juste le prix de revient, tout simplement. Très important. Et chauffe, le prix de revient, en fait, le discours qu'on doit avoir, parce que maintenant que le ministère des Finances va débourser, notre État va débourser de l'argent, à peu près 27 milliards de dirhams chaque année, il fait partie du tour de table. Donc, pour pouvoir le convaincre, il faut dire voilà ce que ça va rapporter comme économie à l'État. Et on termine.
Juste dire, est-ce que tous les labos maintenant à Casablanca font le TDR? Pas du tout. Quelques-uns, c'est tout. En fait, on prend contact avec un laboratoire, on lui explique un peu l'intérêt d'avoir cet appareil, soit la CRP au microméthode ou les tests rapides des spectros, et il investit, donc après, il reçoit les malades, il facture. Là, après, c'est lui et les parents. Et c'est vrai, quand on explique aux parents de façon simple, on fait le test, il est rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps, et on va donner ou pas donner d'antibiotiques, généralement les gens adhèrent, il n'y a aucun problème de ce problème. Mais envoyer un laboratoire, ce n'est plus un test rapide. Mais c'est tout ce qu'on fait un TDR. On fait avec ce qu'on a. Non, il faut absolument, avec l'expérience qu'on va démarrer avec Sibous Kraoui, et on a la chance d'avoir avec nous Madame Mdaf, il faut absolument qu'on arrive à ce qu'on fasse un plaidoyer pour que ça soit remboursé, parce que combien de tests? Il a été longtemps estimé. Là, nous, ça ne coûte rien. Il est donné gratuitement par la sécurité sociale. Un euro, Oui, et maintenant, l'État a été convaincu. 2 euros. Et le geste, disant que ça va coûter 50-60 dirhams, mais ça va te faire beaucoup d'économies et de gains. C'est comme ça qu'il faut qu'on les discute. études de bénéfices en termes de gains en consommation d'antibiotiques et tout ça ont été déjà faits. Donc déjà, il y a énormément de matériel pour pouvoir argumenter. Je remercie les orateurs qui ont animé cette session. Comme ça, Je vais juste confirmer ce que dit Moulessay. Cette discussion maintenant, il faudra la reprendre dans un dossier avec un planning au départ, pour que nous puissions travailler avec les task force et la réglementation de ce que nous souhaitons à présenter aux autorités, et ce que il a dit de façon très très juste depuis toujours. Les autorités ont besoin de gagner quelque chose avec. C'est normal. Et de s'assurer que ce gain est correct pour la population. Il y a une nécessité d'approche méthodologique, totalement. Certes, nous avons maintenant un certain nombre d'exemples, les Espagnols, les Français, les ceci et cela. Nous pouvons, parce que nous ne sommes pas au même niveau d'utilisation des choses. Mais n'empêche que ça va nous donner une vision déjà, et cette vision sera discutée avec les autorités, les pédiatres, les sociétés savantes, avec les parents de ces enfants et ainsi de suite. Ça, c'est un dossier qui va devoir être inscrit indiscutablement dans le système de santé. Il faut que le système de santé, après, mette ça dedans. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'on agisse de façon méthodique tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci à tous. On passe à cette session. Donc, je demande au modérateur de la session